les reins ne fonctionnent plus normalement. On parle alors de maladie rénale. Longtemps silencieuses, les maladies rénales chez l'enfant pourraient pourtant être vite dépistées et être ainsi vite prises en charge avant que leurs séquelles ne soient irréversibles. Les symptômes qui ont apparu, dans un premier temps, l'enfant souffrait d'un mal à la poitrine. Donc on pensait que c'était l'ulcère puisqu'il venait de manger du piment. Il souffrait à la poitrine, donc on allait dans une infirmerie à côté pour dire ce qu'il avait mangé. On pensait que c'était l'ulcère, ils ont soigné ça, le mal persistait. Donc ils ont prescrit des médicaments, on faisait des médicaments, on faisait. Le mal était toujours là. Donc après, comme il toussait, nous sommes allés au centre antituberculeux. C'est là-bas qu'on a découvert que l'enfant souffrait d'une insuffisance rénale. La maladie a commencé en s'enflant. L'enfant se gonfle, elle se lève le matin, ses joues sont enflées, tous ses pieds sont enflés. La maladie rénale survient lorsque les filtres qui permettent d'éliminer les déchets produits par notre corps et provenant de l'alimentation comme l'eau, le sel et l'urée laissent passer l'albumine, une protéine présente dans la circulation du sang et normalement trop grosse pour passer dans l'urine. C'est en partie ce qui va entraîner le principal symptôme, les œdèmes, une importante prise de poids subite de l'enfant, des urines très mousseuses. Ce sont d'autres signes qui doivent pousser le parent à vite alerter le médecin dont le diagnostic permettra de prendre rapidement en charge l'enfant dans le cas d'une maladie rénale. Plus vite l'affection est découverte et traitée, plus l'enfant a de chances d'en guérir. J'ai dépensé beaucoup, j'ai tout fait de ma manière, mais l'enfant est toujours dans de mauvaises conditions. Moi, je suis épuisé complètement, je suis épuisé. Nous ne sommes pas accompagnés, c'est nous parents même qui nous occupons de nos malades. L'État ne prend pas nos enfants en charge. J'ai constaté que pour les grandes personnes, vraiment, l'État a pris en charge. Mais pour les enfants, là, il n'y a pas de subvention, là, ça fatigue les parents. Donc je demande beaucoup pardon à l'État, vraiment, n'a qu'à s'occuper des malades des enfants qui ont insuffisance rénale. Les coûts élevés du traitement des maladies rénales pourraient finir par dissiper l'espoir que les parents des jeunes patients ont d'espérer en la vie de leurs enfants, vu les nombreuses difficultés financières auxquelles la maladie les expose. De nombreux efforts ont été consentis par l'État dans le but de soulager les patients souffrant des maladies rénales à travers la subvention en grande partie du coût de la séance de dialyse chez les adultes. Toutefois, c'est le lieu où l'État, les organisations ou les personnes de bonne volonté, comme le fait déjà certains, doivent se pencher sur la question de l'accompagnement des jeunes patients et leurs parents. Il fallait aller obligatoirement au CHU. Et après 5 jours, on a constaté que l'enfant ne pissait pas. Et un matin, il y a une dame qui est revenue et a dit, mais si l'enfant ne pisse pas, c'est que l'état est grave, ça doit être une insuffisance rénale. Et on nous a dit réellement, voilà ce que c'est que l'insuffisance rénale. Et si c'est bien traité, l'enfant peut s'en sortir. On a dit, bon, allez, on vous laisse le champ libre de travailler. C'est votre science. Et voilà comment c'est parti. Et Dieu merci, après quelques séances de dialyse, Dieu merci, ma fille a retrouvé la santé. Tel explique le témoignage du père de la jeune Salimata, qui a pu être délivré de cette maladie. Il y a bon espoir. La science médicale de notre pays a évolué et les tout-petits et leurs parents peuvent croire en la guérison. Nous sommes en compagnie, mesdames et messieurs, du docteur Adoni Kofi Laurence, pédiatre néphrologue de l'unité néphrologie pédiatrique donc, du CHU de Yopougon, qui cette année aura 10 ans. 10 ans d'avance, félicitations pour le travail que vous abattez. Ce n'est pas évident de voir des personnes souffrir en général, mais surtout des enfants. Et ça fait beaucoup mal. On a eu des phrases qui nous ont beaucoup touchés dans ce reportage. Alors, quelle est la situation actuelle en tout cas aujourd'hui, des maladies rénales chez l'enfant dans notre pays? Alors, je d'abord remercie la RTI de me donner l'opportunité, à cette veille des Journées mondiales du rein, de venir parler et partager de notre expérience. Alors, les maladies rénales de l'enfant sont méconnues en fait dans le monde entier. Et dans les pays développés, ça doit faire 50 à 70 ans que c'est pris en charge, qu'il existe des services. Concernant la Côte d'Ivoire, ça fait à peu près 10 ans. Nous avons le 27 septembre 2018. Ça fera 10 ans que l'unité de néphrologie du CHU de Yopougon existe. Et c'est une maladie qui est négligée, en fait, qui est sous-diagnostiquée, pourrait-on dire. Au départ, on avait quelques cas, mais quand les collègues ont su l'activité, nous avons aujourd'hui une moyenne de 600 consultations par an, un peu plus de 50 hospitalisations, et là, nous avons dépassé bien les 70 enfants dialysés depuis l'ouverture.
Donc, c'est dire que plus on connaîtra l'existence de cette activité, plus il y aura des références précoces au sein de notre unité et plus on pourra prendre en charge rapidement l'enfant. Alors, pour parler de maladies, il existe plusieurs maladies rénales. Notre lutte, c'est que l'enfant n'en arrive pas à l'insuffisance rénale terminale chronique qui est irréversible. Il faut bien une épuration, c'est-à-dire de la dialyse, pour le traiter. Alors, la maladie la plus fréquente dans notre unité, dans notre cohorte, c'est le syndrome néphrotique. Et vraiment, j'en appelle à tous les collaborateurs, aux autorités sanitaires. S'il y a une bonne sensibilisation, nous avons 84% de rémission. Si cette maladie est prise tôt, ces enfants-là n'aboutiront jamais à une insuffisance rénale chronique. C'est dire l'importance donc de la sensibilisation et de l'accompagnement du gouvernement justement, pour qu'on puisse faire ce travail de prévention quand on sait que l'insuffisance rénale est une affection très onéreuse quant à la prise en charge. Mais qu'est-ce qui provoque ce mal-là? Est-ce que c'est héréditaire ou bien est-ce qu'il y a une cause particulière? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Exceptionnellement, je pourrais dire de façon exceptionnelle, il peut s'agir de maladies héréditaires. Mais dans notre environnement, ce n'est pas la principale cause. Alors, les maladies courantes, comme le paludisme, comme une angine mal traitée, comme une diarrhée avec une déshydratation, peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë chez l'enfant. Aiguë, dit-on, parce que c'est réversible si c'est pris en charge correctement. C'est dépisté tôt. Voilà, dépisté tôt et traité tôt. Voilà. Et nous sommes la seule unité en Côte d'Ivoire prenant en charge ce type de pathologie chez l'enfant. Mais comment être alerté? Quels sont les symptômes qui peuvent dire aux parents, attention, l'enfant... Les signes annonciateurs, les causes immédiates ou lointaines? Alors, je ne voudrais pas alarmer les parents. Je reviendrai à des choses simples qui sont déjà prônées, que prônent les programmes des enfants. Lorsqu'un enfant a de la fièvre ou est malade, il faut fréquenter un centre de santé où là, un agent peut dépister des signes comme le père a expliqué tout à l'heure. Il dit l'enfant enfle, on appelle ça des œdèmes. Et les agents de santé sont de plus en plus, je suis enseignante à l'université, et sont de plus en plus formés, que ce soit à la faculté de médecine ou au niveau des écoles des infirmiers, à la détection de ces signes. C'est surtout en concernant le syndrome néphrotique, l'enfant qui enfle. Mais ça peut être un enfant qui urine moins ou qui n'urine plus du tout. Voilà. Donc voilà quelques signes, sans compter l'hypertension, mais les structures périphériques n'ont pas de tensiomètre adapté pour l'enfant. Donc ça, c'est un signe qui est beaucoup plus difficile pour détecter l'affection. Donc vous êtes en train de nous dire comme ça qu'il y a encore du boulot et encore du chemin. Alors, quelles sont les attitudes à avoir pour essayer de bien déceler? C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de la maladie, mais aussi de ce que vous faites comme effort avec vos amis de l'unité. On a vu, hein, l'élément est implacable. Au niveau de la prise en charge des adultes, il y a beaucoup plus de moyens. Pourquoi il n'y a pas pour les enfants? Pourquoi? Alors, effectivement, je peux préciser que les adultes ont une subvention de l'État, de sorte que l'hémodialyse chez l'adulte, qui a un coût d'environ 80 000, revient au patient à 1 750 francs. Et cette subvention n'a pas encore atteint l'enfant. Et les dialyses seraient de 80 000 francs par séance de dialyse, quand on sait qu'un enfant doit avoir 3 séances par semaine, avec 4 semaines dans le mois. Vous imaginez les coûts pour les familles avec des revenus faibles. Alors, donc, je pense que l'absence de prise en charge et de subvention de l'enfant est d'abord venue du fait que les mesures prises au début ont concerné l'adulte parce que c'était une maladie qu'on n'imaginait pas pouvoir toucher l'enfant. Et la majorité des programmes des organismes internationaux, je pense au PCIMNE, c'est un programme de prise en charge des maladies intégrées de l'enfant, pensent paludisme, pensent tuberculose, pensent diarrhée, mais n'ont pas pensé maladies chroniques qui deviennent de plus en plus fréquentes chez l'enfant. Donc ce sont des choses à déplacer. Parce qu'aujourd'hui, c'est une certitude, ces maladies existent et il faut prendre en charge ces enfants. Alors, y a-t-il la possibilité de découvrir des problèmes chez l'enfant déjà quand la mère est enceinte, c'est-à-dire à l'échographie? Alors, j'ai envie de vous dire très bonne intervention parce que j'allais quand même évoquer ça. Dans les programmes justement de prise en charge de la femme en grossesse, on demande aux mères de faire des consultations prénatales, de faire des échographies. Alors j'ai envie de dire aux mères, ce n'est pas seulement pour voir si c'est une fille ou un garçon.
Là, on peut dépister une maladie rénale de l'enfant. Et nous avons une équipe multidisciplinaire avec les obstétriciens, les gynécologues obstétriciens, les radiologues, où, dès la naissance, si l'enfant est pris en charge par l'équipe de néphropédiatres que nous sommes, on peut repousser le plus loin possible la survenue d'insuffisance rénale, bien que l'enfant ait une anomalie congénitale. Donc, c'est dire qu'il y a des mesures préventives à poser, surtout dans les pays où la prise en charge de l'insuffisance rénale va être franchement lourde. On a parlé de sous-diagnostic, de maladies négligées. Est-ce que on doit travailler aussi sur le volet pédagogie au niveau des parents? Alors, j'ai envie de dire oui, et surtout sensibilisation. C'est la journée mondiale du rein dès demain. Nous allons, l'équipe, avec les programmes étatiques, programme national des maladies, de lutte contre les maladies non transmissibles, et le programme national de santé scolaire universitaire avec la CINEF, la Société ivoirienne de néphrologie. Nous nous déplaçons. Dès demain, nous sommes à Korogo, dans la ville de Korogo, pour célébrer les journées mondiales du rein, mais non pas seulement en termes de célébration, mais un dépistage massif, et des enfants, et des adultes, parce que la découverte de la maladie très tôt peut empêcher la survenue de l'insuffisance rénale chronique. C'est très important d'avoir cette notion de prévention et de sensibilisation des populations. Et effectivement, on peut demander à la maman également d'éviter de donner des traitements traditionnels, parce qu'une grande partie de nos enfants qui présentent des insuffisances rénales aiguës sont là parce que la mère a utilisé de façon non conforme, j'ai failli dire, des médicaments déjà pris en pharmacie, l'automédication, associés à des traitements traditionnels dont on ne connaît pas le principe actif ni les dosages. Et ça, c'est une des causes principales d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant. Alors, le problème avec les associations ou toutes les structures qui œuvrent pour une maladie, c'est que quand il y a des journées, la preuve, vous êtes là aujourd'hui, on est très, très heureux de vous avoir, mais et après ? Et après, est-ce que vous allez dans les écoles? Est-ce que vous allez avec les associations des parents d'élèves, les associations religieuses, les autorités villageoises, tout ça? Est-ce que vous avez un contact terrain Alors, permanent? Je voudrais juste vous répondre que nous ne sommes que 3 néphropédiatres en Côte d'Ivoire. Hein, pendant longtemps, j'ai été seule et j'ai 2 collaborateurs qui m'ont rejoint, qui sont diplômés. Donc, il faut faire les soins. Il faut enseigner à l'université. Malgré ça, nous prenons du temps pour faire des campagnes de dépistage. En 2016, au décours des Journées mondiales du rein, nous sommes partis dans 6 régions de la Côte d'Ivoire, dépister 8500 enfants dans les écoles. Oui, il faut déployer de l'énergie, du temps. Et parmi les 8500, 11% avaient une atteinte rénale au début que nous avons pu prendre en charge. Et ces enfants-là ne seront plus des futurs insuffisants rénaux adultes. Donc, c'est dire que bien que nous ne soyons pas nombreux, malgré le peu de moyens, il y a avec l'aide des programmes concrets que je viens d'évoquer tout à l'heure et de la Société ivoirienne de néphrologie que je remercie de nous accompagner, nous allons quand même en campagne de dépistage parce que pour les revenus de nos pays, je pense que c'est l'action la plus louable et la moins onéreuse. Aussi, on a beaucoup d'idées reçues. On sait que le rein retient l'albumine, c'est ça, l'albumine? L'albumine. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que si on a des problèmes au niveau du rein, il faut boire beaucoup d'eau pour permettre à l'organisme d'évacuer. Est-ce que c'est la chose à faire? Alors, ça dépend de la pathologie. S'il y a une insuffisance rénale déjà avérée, c'est un individu qui ne filtre plus l'eau, donc qui en accumule, et le fait de boire peut être dangereux. Donc, je pense qu'il faut se fier à l'avis médical. À l'avis médical. Donc, dès qu'on a un symptôme, il faut tout de suite aller voir le médecin. Surtout pour les enfants. Éviter l'automédication, éviter les traitements traditionnels, tout azimut, et surtout se rendre dans un centre de santé, comme le préconisent tous les programmes, de sorte à ce que le diagnostic soit fait précocement et la référence à temps. Okay. En milieu rural, par exemple, comment ils appréhendent ça? Parce que, on a dit, hein, les gens, quand on parle de rein, il y a une grande hantise. Les gens ont peur. Les gens même ont peur d'aller tout de suite se faire consulter, tout ça, alors que le dépistage tôt est salvateur. Comment ils appréhendent ça en milieu rural? Quand vous discutez avec eux par rapport aux décoctions, aux médicaments qu'on donne, qui sont parfois surdosés ou sous-dosés, comment ça se passe? Alors, c'est difficile de faire changer une habitude ou des habitudes culturelles. Mais je pense que pour les parents qui ont été concernés par la maladie, ils sont de bons vecteurs pour nous pour transmettre le message. Et nous avons initié depuis
2006 l'érection d'une association des parents d'enfants malades du rein, APEMAR, je les salue également parce qu'ils nous aident beaucoup. Et à partir de l'APEMAR, il y a des messages qui sont diffusés partant des parents qui ont été déjà touchés et affectés. Et je vous assure, la population est plus sensible quand il s'agit d'un parent qui est passé par cette épreuve que d'écouter le médecin qui est toujours un peu optimiste et trop objectif. Voilà. Alors, quel est le cas le plus difficile qui vous a été donné de rencontrer parmi les enfants que vous traitez? Vous savez, chaque cas est un cas où il faut y mettre toute la volonté et tout le vouloir de guérir un enfant. Il y a eu des cas malheureusement qui sont arrivés au décès. On a justement par le manque de sensibilisation des enfants qui arrivent, les 2/3 de nos enfants nous arrivent en état déjà très avancé. Ceux qu'on suit depuis une dizaine d'années, j'ai pas mal d'enfants qui sont à la faculté aujourd'hui, qu'on a commencé à suivre à 2 ans, à 3 ans. Le suivi continu, sérieux et prolongé, je dis pour certaines maladies rénales, la plupart, on a 84% de rémission, c'est dire que ça se passe bien. Mais la plupart du temps, les enfants nous sont évacués des différentes régions de la Côte d'Ivoire. On a même des enfants qui sont venus du Burkina, du Ghana. C'est une activité, j'ai failli dire, unique dans la sous-région en termes de prise en charge des maladies rénales. Et là, ce sont des cas très avancés. Alors, il y en a eu vraiment des cas difficiles à prendre en charge, douloureux. Chaque fois qu'il y a un décès d'un enfant, c'est toujours une douleur. Et c'est vraiment les cas d'insuffisance rénale chronique terminale, quand ils nous arrivent à ce stade-là. Docteur, pour cette journée mondiale du rein, il faut mettre aussi l'accent sur l'alimentation de l'enfant. Il faut des restrictions alimentaires très éprouvantes, c'est vrai, mais vraiment très salvatrices aussi. Alors, je vais vous surprendre. Les régimes chez l'enfant se passent mieux que chez l'adulte. Parce que derrière, quand ils sont tout jeunes, on a deux groupes d'enfants. Les très jeunes, derrière, on a des parents soucieux du rétablissement de leur enfant. Donc les régimes sans sel, les régimes diminués en protéines, les régimes avec restriction hydrique, c'est-à-dire moins d'eau, sont suivis à la lettre. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, autour de 8 ans, 9 ans, où l'enfant a une certaine autonomie, ça devient plus compliqué puisqu'il part en classe, il fréquente des amis et là, la prise en charge de l'adolescent, on est obligé de se faire accompagner par des psychologues qui les boostent régulièrement, sinon on a une déviation. Mais je reviens, Marco, justement à ce que vous dites, très important l'alimentation. Déjà en préventif, une alimentation pas trop riche en sel, avec des protéines pas excessives, déjà protège le rein. Aujourd'hui, on parle de santé et alimentation. Mais encore plus quand il s'agit du rein, qui est vraiment l'usine de notre corps, qui filtre, qui est pur et tout, et bien, effectivement, les régimes des enfants sont assez contraignants. Mais les plus jeunes, ils ne discutent pas beaucoup, ils respectent. Les plus âgés, c'est très difficile. On discute avec eux, on y arrive parce que c'est leur vie qui est au bout du régime. Est-ce qu'on peut parler un peu de corticothérapie? Ça revient de façon récurrente. C'est quoi? Je vois que vous y êtes. Alors, je disais que la première pathologie en affection rénale ici en Côte d'Ivoire chez l'enfant, c'est le syndrome néphrotique. Et le syndrome néphrotique se soigne essentiellement avec de la corticothérapie. Alors, c'est un anti-inflammatoire, je pourrais dire, c'est un médicament qui freine un petit peu les défenses de l'enfant parce que sans rentrer dans la physiopathologie même de la maladie, le syndrome néphrotique est reconnu aujourd'hui comme une maladie immunologique surtout. L'enfant, c'est comme si ses défenses se retournaient contre lui-même. Voilà. Donc, il faut lui apporter un médicament qui freine justement ses défenses et c'est la corticothérapie, qui a aussi tout son lot de surveillance, de contre-indications, mais les parents sont assez disciplinés. Et on a une chance pour le moment, on arrive à partir de l'association des parents d'enfants malades du rein à leur passer des messages, à les canaliser dans la prise en charge et dans les régimes. Alors, ce syndrome-là, quels sont les signes? Vous ne nous en avez pas parlé. Essentiellement, quels sont les signes afin d'alerter les différents parents? Alors, le syndrome néphrotique se caractérise par de l'embonpoint. Ça aussi, c'est très trompeur. Parce que les voisins, ils disent aux parents, ton enfant est beau, il prend du poids. En fait, ce n'est pas du poids, ce sont des œdèmes. Au niveau des joues, l'enfant commence à avoir un visage un petit peu arrondi. Ça commence simplement par une prise excessive de poids. Et quand les parents ne sont pas alertes, ça se manifeste très rapidement par l'enflure, on appelle ça l'œdème du visage, mais de façon dramatique. Le matin, il se réveille, les yeux sont complètement fermés.
médicalement on dit ça, c'est pas très beau, mais on dit le visage de crapaud. Les yeux sont complètement fermés, l'enfant ne peut pas ouvrir les yeux, le visage est tuméfié. Et ça se fait progressivement? Progressivement. Ensuite, ça touche les membres inférieurs et ça peut toucher l'abdomen et même le scrotum. Il arrive avec des bourses parfois jusqu'aux genoux. Et ça, souvent, quand ça touche les organes génitaux, les parents sont très vite alertés. Comme des ballons de baudruche, vraiment, l'œdème prend les bourses. Vraiment, on a des œdèmes où l'enfant apparaît avec les bourses enflées jusqu'aux genoux. En combien de temps on peut arriver à ce résultat-là? Alors, 1 mois, 2 mois? Non, en 2-3 semaines, ça peut être le cas, oui. C'est rapide. C'est fulgurant. Alors pour certains enfants, c'est plus lent, en 1 mois et demi, 2 mois, mais c'est vraiment une consultation tardive, ça. Alors, docteur, c'est professeur, docteur? Je suis d'abord docteur, médecin, et ensuite professeur titulaire à l'université. Okay. Alors, dites-nous, la Société de néphrologie souhaite faire un dépistage de masse. C'est très important parce que ça va impliquer beaucoup de choses. Alors, comment ça va se passer concrètement? Alors, concrètement, on se rend à Korogo, donc demain, et sur la place de l'Indépendance, qui est une place publique. Je remercie par cette occasion la mairie de Korogo qui s'est vraiment déployée. Et si vous permettez, le Club des hommes d'affaires musulmans, le Chamsi, qui nous a beaucoup aidé également à la réalisation de ce dépistage. Nous allons nous trouver sur une place publique. Et déjà, les autorités à Korogo ont déjà sensibilisé les parents, les radios de proximité, de sorte qu'il y aura un circuit pour les enfants où, avec mon personnel, mes collaborateurs, on va prendre les urines, tester les urines avec 10 paramètres, c'est quand même assez important. On peut y voir une infection urinaire, on peut y voir les protéines, l'albumine justement, on peut y voir s'il y a du diabète, on peut y voir pas mal de choses. Et justement, la prise de tension régulière des enfants, qui doit être un geste systématique, n'est pas faite régulièrement parce que les tensiomètres sont tout petits, adaptés, très chers, et les formations périphériques n'ont pas accès à ces tensiomètres. Et nous allons, avec ces tensiomètres, prendre la tension des enfants parce que l'hyperpression, l'hypertension artérielle chez l'enfant existe et c'est un facteur favorisant la survenue de l'insuffisance rénale chronique. Donc tous ces enfants vont avoir également la prise de la pression artérielle et là, on pourra détecter s'il y a un facteur favorisant et soit le prendre en charge sur place, soit lui demander de consulter justement à l'unité pour endiguer la progression de la maladie vers l'insuffisance rénale chronique. Alors, vous utilisez des bandelettes pour le dépistage. Est-ce que c'est fiable à 100%? Je crois que Marco, il a fait des études de médecine. Oui. Est-ce que c'est fiable? Alors, c'est bien que vous posiez la question parce que je viens de diriger un travail de recherche où nous avons étudié la valeur prédictive de la bandelette urinaire concernant les infections urinaires et nous avions des valeurs prédictives de 89%. C'est vrai que normalement, il faut prélever les urines, les emmener au laboratoire. Tout le monde n'a pas accès à un laboratoire et à partir des bandelettes, le fait de plonger, on a 89 à 90% d'avoir la bonne réponse. Très fiable. Et on l'a dit à l'entame de cette émission, les enfants, la prise en charge des enfants n'est pas subventionnée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela puisse être rétabli très rapidement? Je pense que Nessie, c'est ça, hein, elle touche au point douloureux justement des néphropédiatres que nous sommes. Ça fait 10 ans que l'unité de néphrologie pédiatrique existe. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire de nous avoir donné les locaux, de nous accompagner par le personnel. Mais nous n'avons pas les consommables de dialyse, nous n'avons pas le matériel qu'il faut pour la prise en charge de ces enfants. Et de ce fait, les enfants ne bénéficient pas de la subvention que l'État de Côte d'Ivoire octroie aux adultes. Je reviens sur le fait qu'une dialyse de 80 000 coûte 1 750 à l'adulte quand elle est encore de 80 000 francs à l'enfant. La santé de la mère et de l'enfant, on espère qu'à nos 10 ans, justement, on obtiendra de l'État de Côte d'Ivoire cette subvention-là. Je crois que je n'ai pas encore répondu à votre question. Oui, ça va. Sauf si vous avez des compléments d'information. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'adultes malades que d'enfants malades? Non, je malades. pense que c'était une méconnaissance de la maladie. Nos rapports d'activité montrent régulièrement. Même dans les pays développés. Hein. Je remercie Madame le ministre qui a commencé à jeter un coup d'œil dessus. Mais on espère vivement qu'au cours de nos 10 ans, c'est-à-dire 2018, les démarches aboutiront de sorte que vous n'entendriez plus ces parents qui parlent de lourdeur financière. On a pas mal d'enfants qui arrêtent les traitements parce que ne pouvant pas assurer la prise en charge. Et je me relance encore dans le remerciement aux partenaires privés parce qu'aujourd'hui, les dialyses ne coûtent heureusement plus 80 000 francs. La différence est épongée par
tous ces partenaires privés qui nous accompagnent, dont le CHAMSI. Je ne sais pas si je peux continuer. Allez-y, tant que c'est pour faire du bien aux populations. La Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, qui est vraiment notre premier partenaire qui a permis... La Fondation Servir aussi, qui fait beaucoup, Fondation Kalou, on va citer tous, vous ne pouvez pas faire de jaloux, en tout cas, vraiment, il y a beaucoup... Peut-être qu'il faut qu'ils nous rejoignent chez l'enfant. Voilà. Chez les grands. Voilà. Concernant l'enfant, ce sont principalement la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom qui a permis la création de l'unité au départ, qui a été suivie par pas mal d'autres mouvements. Je veux citer les Novembers. Ce sont des bénévoles qui sont nés en novembre et qui viennent offrir aux enfants la possibilité d'être dialysés régulièrement. Et dites-nous, les appareils utilisés pour les grands sont différents pour les enfants? Pas du tout. Ce sont les mêmes appareils, mais les consommables sont adaptés à l'enfant. Voilà. Et puis aussi, là je vois donc s'il y a des personnalités, s'il y a des personnes, par exemple à l'extérieur, qui peuvent offrir par exemple le tensiomètre pour enfants, qui est très spécifique, vraiment ce serait bien, si vous pouvez faire un don, une idée, une expertise, ce serait bien, on en a besoin ici, dans notre pays en voie de développement. Je suis très très heureux, très fier de vous, du travail que vous abattez. Vous aurez pu vous consacrer à autre chose, vous n'êtes pas nombreux, mais vous abattez un travail magnifique. Ce sont des personnes comme vous, comme ça qu'on doit avoir régulièrement sur les réseaux sociaux, faire de la promotion. Vraiment, ça fait plaisir. Et à l'occasion de la journée de la femme, je sais que c'est la journée mondiale du rein, mais j'aimerais franchement dire que c'est ce genre de femme-là que moi je célèbre chaque 8 mars. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes seulement avant de conclure l'émission. On va revenir avec vous. Quand ça ne va pas, par exemple chez les enfants malades du rein, on sait que c'est la phase terminale. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour leur redonner le sourire? J'imagine que ça doit être très douloureux avant le départ. Je pense qu'il y a un degré de vérité à avoir avec les parents, mais c'est tout un processus. Hein. J'ai été néphropédiatre jeune, il y avait une tentative de fuite un petit peu de la situation, mais ce n'est pas la bonne attitude. L'attitude, c'est la vérité aux parents, l'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons de la dialyse, mais il y a 10 ans, quand je commençais la néphrologie pédiatrique, il n'y avait pas. C'était les accompagnements au décès. Et on apprend à être psychologue, on apprend à être la compassion, la vérité aux parents et l'accompagner dans cette épreuve jusqu'au bout, mais sans baisser les bras du côté médical, parce qu'on a toujours des cas où en dernière minute, il y a un revirement. Et c'est beau de vivre ça. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci pour toutes ces informations très importantes. Vous me permettez une dernière question? Bien sûr, Marco. À l'unité de néphrologie, vous avez des choses pour égayer les enfants? Vous avez besoin, par exemple, on a tellement d'entreprises qui ont des jouets qui après ne servent plus, que ce serait bien de donner ça aux enfants pour les égayer. Est-ce que c'est décoré? Est-ce que vos salles, est-ce que c'est décoré? Je pense que vous avez dû voir, j'ai une équipe formidable, depuis les éducatrices préscolaires jusqu'aux médecins que nous sommes. Nous fêtons les anniversaires des enfants. Chaque occasion de célébrer la vie chez ces enfants-là n'est pas loupée. Donc, on fait les anniversaires, on fait des pièces de théâtre, des choses avec les enfants et il y a de la décoration tout le temps parce que chaque minute est une minute gagnée. Et j'ai comme ça souvenance d'un concert d'un grand groupe, le groupe Kassav, qui est allé donc dans un hôpital avec des malades du rein, qui a fait un concert. Et c'était magnifique parce qu'un des membres même était touché. C'est des choses qu'on peut faire ici. Il faut donner, il ne faut pas jeter, il faut donner. Il faut aider les personnes qui se battent, les personnes qui font de vraies choses pour faire avancer le pays. Juste me permettre de dire merci à toute cette équipe qui travaille autour de moi. Seul, ça n'aurait pas été possible. Je ne peux pas citer les noms, mais ils ont tous d'abord l'amour des enfants dans le cœur et c'est ça qui nous fera arriver à leur guérison et à une amélioration de leurs conditions de vie. Merci à tous. Et quand les enfants ont le sourire avec des personnes comme vous, c'est un pays vraiment qui a de bons piliers et surtout la bénédiction divine. Merci beaucoup. Il est 7h29. On embrasse tous ces enfants qui souffrent des maladies et on dit bon courage à leurs parents. Nous sommes de tout cœur avec vous. Le Dieu de la grâce et de la santé va sans doute vous visiter. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter.